نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. L'évacuation d'Alep suspendue, les insurgés n'auraient pas respecté les termes de l'accord. Le président russe Vladimir Poutine exige désormais un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. Le courant patriotique libre fait campagne en faveur d'un mode de scrutin proportionnel. Première escale ce midi à Ain Tiné où le député Ibrahim Kanaan a rencontré le chef du Parlement Nabi Berri. Après la CIA et le FBI, c'est la Maison-Blanche qui accuse formellement le Kremlin d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Une cyberattaque orchestrée par Vladimir Poutine en personne, selon le renseignement américain. L'évacuation d'Alep a été suspendue ce vendredi matin. Les forces de sécurité syriennes affirment que les insurgés n'ont pas respecté les termes de l'accord. Des témoins affirment avoir entendu des explosions et des tirs près du terminal de départ dans le quartier de Ramoussa. Le président russe exige un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie et dit s'être entendu avec le président turc Erdogan pour organiser des négociations à Astana, au Kazakhstan. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de la France sur le déploiement sur place d'observateurs internationaux et le soutien humanitaire de la communauté internationale. Alors, où vont les civils qui ont été évacués d'Alep-Est? On voit cela avec Axel May. Nous sommes à l'ouest d'Alep, qui n'est qu'à 15 minutes de route. C'est ici le point de rencontre de Ran al-Assal, où les blessés sont pris en charge. Les ambulances et les bus s'arrêtent en effet ici, déchargent leurs blessés, leurs passagers, puis repartent. Les blessés sont ensuite conduits dans des hôpitaux de campagne, tandis que les civils rejoignent des camps temporaires à la périphérie d'Idlib, à une 60aine de kilomètres au sud-ouest. Comme le soulignent les humanitaires, s'enfuir d'Alep ne veut pas dire échapper à la guerre. Car la province d'Idlib, aux mains de groupes islamistes radicaux, est une région régulièrement bombardée par le régime et son allié russe. Qu'est-ce qui va passer à Idlib? Je regrette de vous dire, nous ne savons pas, mais si on a vu ce qui s'est passé à Alep, et s'il n'y a pas un accord sur les cessez-feu, et s'il n'y a pas une discussion politique, voilà. Idlib devient la prochaine Alep. Des 250 000 personnes qui vivaient à Alep-Est avant la grande offensive gouvernementale, difficile de savoir combien il en reste. Selon Staffan de Mistura, 50 000 personnes au total pourraient être évacuées, 40 000 civils ayant eu le malheur d'habiter dans cette partie de la ville. Les autres seraient, selon l'émissaire spécial de l'ONU, des combattants et leurs familles. La Turquie, dont la frontière est à 1 heure de voiture d'Alep, donne des chiffres plus élevés. Jusqu'à 100 000 civils pourraient fuir cet enfer. Seul un scrutin à la proportionnelle assurerait la représentativité de toutes les composantes politiques du pays. Déclaration d'Ibrahim Kanaan, député du courant patriotique libre, qui a rencontré ce midi le chef du Parlement Nabi Berri à sa résidence à Ain Tiné. L'instauration d'un nouveau mode de scrutin est une nécessité d'ordre stratégique, selon le député aouniste, qui a d'ailleurs annoncé que son camp avait entamé des consultations en ce sens avec l'ensemble des blocs parlementaires. Le Premier ministre désigné Saad Hariri et ses conseillers reçus par le chef druze Walid Jumblat, entouré de ses députés. Aucune déclaration à la presse, mais selon des sources informées, il a été question des portefeuilles ministériels qui seront attribués au camp du leader socialiste dans le cadre d'un gouvernement élargi d'une 30aine de ministres. Saad Hariri n'a toujours pas réussi à former son cabinet depuis qu'il a entrepris ses consultations le 4 novembre. La taille du cabinet ainsi que la répartition des portefeuilles divise encore les forces politiques. Dans le reste de l'actualité internationale, les États-Unis accusent la Russie d'avoir supervisé des piratages informatiques pour influencer l'élection présidentielle américaine. Et certains dirigeants du renseignement pensent que Vladimir Poutine s'est personnellement investi dans cette campagne de cyberattaque. Obama envisage des mesures pour riposter au piratage russe. Laure Wagner nous en dit plus. La Maison-Blanche ne restera pas sans réagir. Le torchon brûle entre Washington et Moscou à propos des accusations de piratage informatique. Dans un entretien à la radio NPR, le président américain sortant a promis des représailles.
À mon sens, cela ne fait aucun doute que quand un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'avoir un impact sur l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir et nous le ferons au moment où nous le déciderons. Certaines de ces réactions seront explicites, publiques, d'autres ne le seront peut-être pas, mais M. Poutine est conscient de mes intentions. Barack Obama n'accuse pas Vladimir Poutine nommément dans cet entretien, mais l'un de ses proches conseillers, Ben Rhodes, n'a pas manqué de le faire. Pour lui, le président russe était forcément au courant. Moscou a toujours vivement rejeté ces accusations et reste sur la même position. Vous savez, j'ai été choqué quand j'ai vu cette nouvelle à la télévision. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que la stupidité et le désespoir d'une telle tentative pour convaincre les gens de cela est évidente. En octobre, l'administration Obama avait accusé la Russie d'avoir commandité des piratages contre le Parti démocrate et l'équipe d'Hillary Clinton, se basant sur des informations des services de renseignements américains. Mais dans l'entourage du président américain élu, on balaie toute accusation d'ingérence de la part de Moscou. Pour Donald Trump, les démocrates n'ont pas accepté la défaite de leur candidate. Il promet aujourd'hui un nouveau départ avec les Russes. Le Parlement grec n'a pas cédé face aux pressions visant à le faire renoncer au versement d'une prime de Noël aux retraités les plus pauvres. Il a bien voté une aide financière forfaitaire donc pour le mois de décembre pour les retraites inférieures à 850 €. Le coût de cette mesure est évalué à 617 millions d'euros. Axel May. Malgré les pressions de ses créanciers internationaux, Alexis Tsipras a fait voter sa mesure en faveur des retraités les plus modestes. Il y a une semaine, le Premier ministre avait surpris son monde en annonçant cette mesure exceptionnelle, le rétablissement du 13e mois pour les retraités touchant moins de 850 € mensuels, et ils sont plus d'1,5 million en Grèce. Coût total de ce coup de pouce de fin d'année, 617 millions d'euros, financés sur l'excédent budgétaire primaire dégagé cette année, c'est-à-dire l'excédent hors charge de la dette. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative n'a pas plu à Bruxelles, à commencer par la chancelière allemande, adepte d'une ligne dure vis-à-vis d'Athènes et qui doit justement rencontrer aujourd'hui Alexis Tsipras. En ce qui concerne les décisions prises par la Grèce, je rappelle que le mécanisme européen de stabilité est clair sur le sujet. Alors oui, je suis sûre que je vais en parler avec le Premier ministre grec, mais ça ne sera pas la question la plus importante de notre rendez-vous. Sous la pression allemande, les ministres des Finances de la zone euro ont suspendu il y a 2 jours la mise en œuvre d'une série de mesures destinées à alléger la Grèce du fardeau de sa dette publique qui atteint près de 180% du PIB. Ces mesures d'allègement venaient pourtant à peine d'être validées et leur suspension illustre une fois de plus les tensions politiques qui existent chez les créanciers de la Grèce entre partisans de l'austérité à tout prix et les autres, dont la France. Alexis Tsipras, qui fait face en Grèce en plus à une impopularité grandissante, ne compte lui pas s'arrêter là. Il a d'ores et déjà annoncé un report de la hausse de la TVA dans les îles touchées par les flux migratoires clandestins. Un nouveau casus belli avec Berlin en perspective. De longues files d'attente devant les banques au Venezuela, c'est la conséquence de cette décision de retirer la circulation les billets de 100 bolivars, le montant actuellement le plus élevé dans le pays. Motif de cette mesure prise par le président Nicolás Maduro, lutter contre les mafias qui font de la contrebande de ces billets, tout particulièrement à la frontière colombienne. Raphaël Vivant. Des files interminables devant les banques vénézuéliennes. Depuis mardi, les habitants se pressent pour rendre leurs billets de 100 bolivars, dont le président Nicolás Maduro a annoncé dimanche le retrait imminent. Il justifie cette mesure par l'existence de mafias internationales qui feraient de la contrebande avec ces billets, principalement depuis la Colombie. Mais voilà, les nouvelles coupures censées remplacer les billets de 100 bolivars tardent à arriver et les distributeurs continuent de fournir les billets obsolètes. J'ai déposé hier ce que j'avais en billets de 100 bolivars. Je les ai déposés à la banque. Comme je n'avais plus d'argent, je suis venu en retirer aujourd'hui à la banque. Mais figurez-vous que la machine m'a donné des billets de 100. Donc, résultat, je reviens à la case départ. Il y a d'immenses queues devant toutes les banques. Vous venez pour retirer de l'argent et on vous donne des billets de 100 bolivars.
Mais dans certains endroits, on ne les accepte plus. Je ne comprends pas le principe. Cette mesure est un nouveau coup dur pour la population qui subit l'une des pires crises économiques de l'histoire du pays. La valeur de la monnaie est au plus bas et les pénuries touchent 80% des produits de première nécessité. Les habitants ont encore 5 jours pour se débarrasser de leurs billets périmés auprès de la Banque centrale. De nouvelles coupures seront introduites progressivement. Pour suivre le rythme effréné de l'inflation, celles-ci iront jusqu'à 20 000 bolivars. Dans le reste de l'actualité, la municipalité de Pékin a décrété une alerte rouge à la pollution atmosphérique, la première de 2016, en prévision d'une vague de brouillard toxique qui s'abattra sur le nord de la Chine durant 5 jours. La circulation alternée a été mise en place ce matin. Kim Vodin. Une fois encore, les Pékinois ne verront pas le ciel pendant plusieurs jours. Avec l'arrivée d'un brouillard très toxique, les autorités ont décrété l'alerte rouge. Celle-ci est déclenchée lorsqu'un grave épisode polluant dure plus de 72 heures. Le nuage qui arrive devrait, lui, stagner au-dessus des 22 millions d'habitants pendant 5 jours. Alors pour tenter d'enrayer ce pic de pollution, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Tout d'abord, la mise en place de la circulation alternée, l'arrêt des chantiers en extérieur, mais aussi la fermeture temporaire des usines les plus polluantes. Par ailleurs, le gouvernement encourage le télétravail dans les entreprises ou la possibilité d'horaires aménagés. Les écoles, quant à elles, peuvent même fermer leurs portes pour ne pas exposer les plus jeunes à la toxicité de l'air. Ce n'est pas la première fois que de telles mesures sont prises. L'année dernière, à la même période, la capitale chinoise annonçait sa première alerte rouge, une mesure alors inédite. Pékin est une des villes les plus polluées au monde, notamment à cause de la combustion du charbon, utilisé pour l'électricité et le chauffage. L'alerte rouge est le niveau d'alarme le plus élevé en matière de pollution atmosphérique. Hergé au Grand Palais, Oscar Wilde au Petit Palais, The Color Line au Quai Branly, René Marguerite au Centre Pompidou. Que faut-il voir à Paris pendant les vacances de fin d'année? Florence Gaillard nous en dit plus. En haut de ces escaliers, rencontre avec Hergé. Le Grand Palais consacre jusqu'au 15 janvier une exposition au père de Tintin, avec des souvenirs, des photos, des esquisses, pour comprendre qui se cache derrière la bande dessinée mythique. Hergé était très exigeant parce qu'il voulait un travail assez parfait. Donc, mais c'était un homme avec beaucoup d'humour aussi, donc il savait faire avaler la pilule. Au musée du Quai Branly, la bannière étoilée saigne. La guerre de sécession a aboli l'esclavage, mais pas la ségrégation raciale. The Color Line est cette ligne de démarcation qui va profondément diviser la société américaine et donner lieu à des épisodes d'une extrême violence. Le lynchage, c'est la grande affaire politique entre la fin du 19e siècle et puis les années 60. Plus de 5000 Afro-Américains sont tués dans des circonstances atroces, un peu partout aux États-Unis, surtout dans le Sud. Au vu et au su de tout le monde, les lynchages pouvaient être annoncés la veille dans la presse. Au Centre Pompidou, plus que quelques jours pour retrouver un habitué des musées, René Magritte. Sans tableau du peintre surréaliste qui détourne les objets du quotidien pour poser au public des questions existentielles ou philosophiques. Et si René Magritte vous laisse perplexe, reste à la Fondation Louis Vuitton la collection Tchoukine. Au début du XXe siècle, ce Russe, réfugié en France, achète les toiles des plus grands. Monet, Manet, Picasso, Matisse et Gauguin. Résultat, 130 chefs-d'œuvre réunis dans quelques salles. Les icônes de l'art moderne. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'évacuation d'Alep suspendue, les insurgés n'auraient pas respecté les termes de l'accord. Le président russe Vladimir Poutine exige désormais un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. Le courant patriotique libre fait campagne en faveur d'un mode de scrutin proportionnel. La première escale ce midi à Rainetine où le député Ibrahim Kanaan a rencontré le chef du Parlement, Nabi Berri. Et après la CIA et le FBI, c'est la Maison-Blanche qui accuse frontalement le Kremlin
d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Une cyberattaque orchestrée par Vladimir Poutine en personne, selon le renseignement américain. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à toutes et à tous. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي نريد لبنان ملتقى وفاق عربي Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. L'évacuation d'Alep suspendue, les insurgés n'auraient pas respecté les termes de l'accord. Le président russe Vladimir Poutine exige désormais un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. Le courant patriotique libre fait campagne en faveur d'un mode de scrutin proportionnel. Première escale ce midi à Ain Tinné où le député Ibrahim Kanaan a rencontré le chef du Parlement Nabi Berri. Après la CIA et le FBI, c'est la Maison-Blanche qui accuse formellement le Kremlin d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Une cyberattaque orchestrée par Vladimir Poutine en personne, selon le renseignement américain. L'évacuation d'Alep a été suspendue ce vendredi matin. Les forces de sécurité syriennes affirment que les insurgés n'ont pas respecté les termes de l'accord. Des témoins affirment avoir entendu des explosions et des tirs près du terminal de départ dans le quartier de Ramoussa. Le président russe exige un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie et dit s'être entendu avec le président turc Erdogan pour organiser des négociations à Astana, au Kazakhstan. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de la France sur le déploiement sur place d'observateurs internationaux et le soutien humanitaire de la communauté internationale. Alors, où vont les civils qui ont été évacués d'Alep-Est? On voit cela avec Axel May. Nous sommes à l'ouest d'Alep, qui n'est qu'à 15 minutes de route. C'est ici le point de rencontre de Rana al-Assal, où les blessés sont pris en charge. Les ambulances et les bus s'arrêtent en effet ici, déchargent leurs blessés et leurs passagers, puis repartent. Les blessés sont ensuite conduits dans des hôpitaux de campagne, tandis que les civils rejoignent des camps temporaires à la périphérie d'Idlib, à une 60aine de kilomètres au sud-ouest. Comme le soulignent les humanitaires, s'enfuir d'Alep ne veut pas dire échapper à la guerre, car la province d'Idlib, aux mains de groupes islamistes radicaux, est une région régulièrement bombardée par le régime et son allié russe. Qu'est-ce qui va passer à Idlib? Je regrette de vous dire, nous ne savons pas, mais si on a vu ce qui s'est passé à Alep, et s'il n'y a pas un accord sur les cessez-le-feu, et s'il n'y a pas une discussion politique, Idlib devient la prochaine Alep. Des 250 000 personnes qui vivaient à Alep-Est avant la grande offensive gouvernementale, difficile de savoir combien il en reste. Selon Staffan de Mistura, 50 000 personnes au total pourraient être évacuées, 40 000 civils ayant eu le malheur d'habiter dans cette partie de la ville. Les autres seraient, selon l'émissaire spécial de l'ONU, des combattants et leurs familles. La Turquie, dont la frontière est à 1 heure de voiture d'Alep, donne des chiffres plus élevés. Jusqu'à 100 000 civils pourraient fuir cet enfer. Seul un scrutin à la proportionnelle assurerait la représentativité de toutes les composantes politiques du pays. Déclaration d'Ibrahim Kanaan, député du courant patriotique libre, qui a rencontré ce midi le chef du Parlement Nabi Berri à sa résidence à Ain Tinné. L'instauration d'un nouveau mode de scrutin est une nécessité d'ordre stratégique, selon le député aouniste, qui a d'ailleurs annoncé que son camp avait entamé des consultations en ce sens avec l'ensemble des blocs parlementaires. Le Premier ministre désigné Saad Hariri et ses conseillers reçus par le chef druze Walid Jumblat, entouré de ses députés. Aucune déclaration à la presse, mais selon des sources informées, il a été question des portefeuilles ministériels qui seront attribués au camp du leader socialiste dans le cadre d'un gouvernement élargi d'une 30aine de ministres. Saad Hariri n'a toujours pas réussi à former son cabinet
Depuis qu'il a entrepris ses consultations le 4 novembre, la taille du cabinet ainsi que la répartition des portefeuilles divise encore les forces politiques. Dans le reste de l'actualité internationale, les États-Unis accusent la Russie d'avoir supervisé des piratages informatiques pour influencer l'élection présidentielle américaine. Et certains dirigeants du renseignement pensent que Vladimir Poutine s'est personnellement investi dans cette campagne de cyberattaque. Obama envisage des mesures pour riposter au piratage russe. Laure Wagner nous en dit plus. La Maison-Blanche ne restera pas sans réagir. Le torchon brûle entre Washington et Moscou à propos des accusations de piratage informatique. Dans un entretien à la radio NPR, le président américain sortant a promis des représailles. À mon sens, cela ne fait aucun doute que quand un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'avoir un impact sur l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir et nous le ferons au moment où nous le déciderons. Certaines de ces réactions seront explicites, publiques, d'autres ne le seront peut-être pas, mais M. Poutine est conscient de mes intentions. Barack Obama n'accuse pas Vladimir Poutine nommément dans cet entretien, mais l'un de ses proches conseillers, Ben Rhodes, n'a pas manqué de le faire. Pour lui, le président russe était forcément au courant. Moscou a toujours vivement rejeté ces accusations et reste sur la même position. Vous savez, j'ai été choqué quand j'ai vu cette nouvelle à la télévision. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que la stupidité et le désespoir d'une telle tentative pour convaincre les gens de cela est évidente. En octobre, l'administration Obama avait accusé la Russie d'avoir commandité des piratages contre le Parti démocrate et l'équipe d'Hillary Clinton, se basant sur des informations des services de renseignements américains. Mais dans l'entourage du président américain élu, on balaie toute accusation d'ingérence de la part de Moscou. Pour Donald Trump, les démocrates n'ont pas accepté la défaite de leur candidate. Il promet aujourd'hui un nouveau départ avec les Russes. Le Parlement grec n'a pas cédé face aux pressions visant à le faire renoncer au versement d'une prime de Noël aux retraités les plus pauvres. Il a bien voté une aide financière forfaitaire donc pour le mois de décembre pour les retraites inférieures à 850 €. Le coût de cette mesure est évalué à 617 millions d'euros. Axel May. Malgré les pressions de ses créanciers internationaux, Alexis Tsipras a fait voter sa mesure en faveur des retraités les plus modestes. Il y a une semaine, le Premier ministre avait surpris son monde en annonçant cette mesure exceptionnelle, le rétablissement du 13e mois pour les retraités touchant moins de 850 € mensuels, et ils sont plus d'1,5 million en Grèce. Coût total de ce coup de pouce de fin d'année, 617 millions d'euros financés sur l'excédent budgétaire primaire dégagé cette année, c'est-à-dire l'excédent hors charge de la dette. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'initiative n'a pas plu à Bruxelles, à commencer par la chancelière allemande, adepte d'une ligne dure vis-à-vis d'Athènes et qui doit justement rencontrer aujourd'hui Alexis Tsipras. En ce qui concerne les décisions prises par la Grèce, je rappelle que le mécanisme européen de stabilité est clair sur le sujet. Alors oui, je suis sûr que je vais en parler avec le Premier ministre grec, mais ça ne sera pas la question la plus importante de notre rendez-vous. Sous la pression allemande, les ministres des Finances de la zone euro ont suspendu il y a 2 jours la mise en œuvre d'une série de mesures destinées à alléger la Grèce du fardeau de sa dette publique qui atteint près de 180% du PIB. Ces mesures d'allègement venaient pourtant à peine d'être validées et leur suspension illustre une fois de plus les tensions politiques qui existent chez les créanciers de la Grèce entre partisans de l'austérité à tout prix et les autres, dont la France. Alexis Tsipras, qui fait face en Grèce en plus à une impopularité grandissante, ne compte lui pas s'arrêter là. Il a d'ores et déjà annoncé un report de la hausse de la TVA dans les îles touchées par les flux migratoires clandestins. Un nouveau casus belli avec Berlin en perspective. De longues files d'attente devant les banques au Venezuela, c'est la conséquence de cette décision de retirer la circulation les billets de 100 bolivars, le montant actuellement le plus élevé dans le pays. Motif de cette mesure prise par le président Nicolás Maduro, lutter contre les mafias qui font de la contrebande de ces billets, tout particulièrement à la frontière colombienne. Raphaël Vivant. Des files interminables devant les banques vénézuéliennes. Depuis mardi, les habitants se pressent pour rendre leurs billets de 100 bolivars, dont le président Nicolás Maduro a annoncé dimanche le retrait imminent.
Il justifie cette mesure par l'existence de mafias internationales qui feraient de la contrebande avec ces billets, principalement depuis la Colombie. Mais voilà, les nouvelles coupures censées remplacer les billets de 100 bolivars tardent à arriver et les distributeurs continuent de fournir les billets obsolètes. J'ai déposé hier ce que j'avais en billets de 100 bolivars. Je les ai déposés à la banque. Comme je n'avais plus d'argent, je suis venu en retirer aujourd'hui à la banque. Mais figurez-vous que la machine m'a donné des billets de 100. Donc, résultat, je reviens à la case départ. Il y a d'immenses queues devant toutes les banques. Vous venez pour retirer de l'argent et on vous donne des billets de 100 bolivars. Mais dans certains endroits, on ne les accepte plus. Je ne comprends pas le principe. Cette mesure est un nouveau coup dur pour la population qui subit l'une des pires crises économiques de l'histoire du pays. La valeur de la monnaie est au plus bas et les pénuries touchent 80% des produits de première nécessité. Les habitants ont encore 5 jours pour se débarrasser de leurs billets périmés auprès de la Banque centrale. De nouvelles coupures seront introduites progressivement. Pour suivre le rythme effréné de l'inflation, celles-ci iront jusqu'à 20 000 bolivars. Dans le reste de l'actualité, la municipalité de Pékin a décrété une alerte rouge à la pollution atmosphérique, la première de 2016, en prévision d'une vague de brouillard toxique qui s'abattra sur le nord de la Chine durant 5 jours. La circulation alternée a été mise en place ce matin. Kim Vodin. Une fois encore, les Pékinois ne verront pas le ciel pendant plusieurs jours. Avec l'arrivée d'un brouillard très toxique, les autorités ont décrété l'alerte rouge. Celle-ci est déclenchée lorsqu'un grave épisode polluant dure plus de 72 heures. Le nuage qui arrive devrait, lui, stagner au-dessus des 22 millions d'habitants pendant 5 jours. Alors pour tenter d'enrayer ce pic de pollution, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Tout d'abord, la mise en place de la circulation alternée, l'arrêt des chantiers en extérieur, mais aussi la fermeture temporaire des usines les plus polluantes. Par ailleurs, le gouvernement encourage le télétravail dans les entreprises ou la possibilité d'horaires aménagés. Les écoles, quant à elles, peuvent même fermer leurs portes pour ne pas exposer les plus jeunes à la toxicité de l'air. Ce n'est pas la première fois que de telles mesures sont prises. L'année dernière, à la même période, la capitale chinoise annonçait sa première alerte rouge, une mesure alors inédite. Pékin est une des villes les plus polluées au monde, notamment à cause de la combustion du charbon, utilisé pour l'électricité et le chauffage. L'alerte rouge est le niveau d'alarme le plus élevé en matière de pollution atmosphérique. Hergé au Grand Palais, Oscar Wilde au Petit Palais, The Color Line au Quai Branly, René Marguerite au Centre Pompidou. Que faut-il voir à Paris pendant les vacances de fin d'année? Florence Gaillard nous en dit plus. En haut de ces escaliers, rencontre avec Hergé. Le Grand Palais consacre jusqu'au 15 janvier une exposition au père de Tintin, avec des souvenirs, des photos, des esquisses, pour comprendre qui se cache derrière la bande dessinée mythique. Hergé était très exigeant parce qu'il voulait un travail assez parfait, donc, mais c'était un homme avec beaucoup d'humour aussi, donc il savait faire avaler la pilule. Au musée du Quai Branly, la bannière étoilée saigne. La guerre de sécession a aboli l'esclavage, mais pas la ségrégation raciale. The Color Line est cette ligne de démarcation qui va profondément diviser la société américaine et donner lieu à des épisodes d'une extrême violence. Le lynchage, c'est la grande affaire politique entre la fin du 19e siècle et puis les années 60. Plus de 5000 Afro-Américains sont tués dans des circonstances atroces, un peu partout aux États-Unis, surtout dans le Sud. Au vu et au su de tout le monde, les lynchages pouvaient être annoncés la veille dans la presse. Au Centre Pompidou, plus que quelques